Écoutez, merci à tous d'être présents pour ce webinaire un peu particulier. Vous allez comprendre, on est un peu sorti des cases de ce qu'on fait d'habitude. Donc, vous êtes bien sur le webinaire de Ondustry.org, qui est le premier réseau social des industriels. Donc, ça a été créé pour permettre d'échanger, de networker directement sur les sujets du quotidien et de transformation digitale vers l'industrie du futur. Vous trouverez sur la plateforme ondustry.org vos pairs, des actualités sur le sujet de l'industrie, des formations gratuites et surtout des webinaires avec des patrons de l'industrie, comme ce jour où on va recevoir Clément. Je suis moi Jean-Philippe Laurent-Kerr, en charge de cette belle communauté avec Ashok et Victoria que vous voyez dans le chat. On reçoit pour notre 11e webinaire, et oui déjà, un invité un petit peu particulier. En effet, en écoutant ce webinaire, on pourrait croire qu'on va assister à un documentaire animalier plutôt qu'une discussion sur l'industrie, car on va parler de baleines volantes, on va parler de loutres, entre autres choses. Et en plus, pour la première fois, je reçois un invité qui n'a pas de produits, pas d'usine pour les fabriquer. Et bref, j'ai l'honneur et la chance de recevoir Clément Barthes, qui est directeur industriel de Flying Wells. Et bonjour Clément, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci de me recevoir. Écoute, déjà, c'est moi qui te remercie parce que je sais que tu sors d'un très gros rhume, voire d'une belle grippe. Donc, merci beaucoup de l'effort. Est-ce que tu as aimé l'introduction qu'on vient de faire, là, où on va parler de Très toi de bien, très façon bien. un peu différente? Non, non, de toute façon, on parle souvent de nous de manière un peu différente parce que bon, on est différents, donc mais c'est une première. Merci pour l'angle de présentation. Ouais, donc on va passer un petit moment ensemble. On va aborder plusieurs sujets. Déjà, on va parler de toi parce que tu es une personne. Alors, je le dis à tout le monde, on se connaît dans la vie privée et tu es une personne qui est extrêmement intéressante, pas que professionnellement, mais on va essayer de se concentrer d'abord sur ton parcours professionnel. Ensuite, on va évidemment parler de Flying Wells parce que je pense qu'il y a plein de curieux qui vont en savoir avec le plus. point du jeudi, il n'y a pas de problème. Si on reste Oui, alors dedans, en revanche, il faut se mettre en mute. On va parler aussi de création de produits dont les machines pour les fabriquer n'existent pas encore. On va parler de Greenfield. Mais d'abord, ma première question, elle va te concerner toi. Peux-tu me dire un peu qui tu es, d'où tu viens et tes responsabilités actuelles? Oui, alors je suis ingénieur. Alors ingénieur à l'origine attiré par les sciences, on va dire du volant, quoi, hein. L'aérodynamique, c'est un peu ça qui m'a amené naturellement vers le monde de l'aéronautique, l'aérodynamique, la mécanique. Et puis j'ai surtout en fait fait une rencontre avec l'industrie au début de ma carrière parce que l'école ne nous y sensibilisait pas trop finalement. Clairement, Ce que je peux regretter a posteriori, hein, parce que je trouve que c'est pas étonnant en fait que la filière se vide et que les ingénieurs partent aussi massivement dans le conseil. C'est parce qu'il y a assez peu d'informations sur le monde industriel. Donc une rencontre avec l'industrie dans le groupe Safran, et j'ai quitté avec grand plaisir la partie R&D, en fait, que je n'ai même pas attaqué finalement, pour partir directement dans la direction industrielle en qualité, supply chain, production. Bon, j'ai navigué dans les groupes assez classiques, hein, Safran, un passage chez Airbus, puis chez Zodiac Aerospace avant de rejoindre FlyingWise. D'accord. Et alors, c'est vrai que bon, j'ai regardé ton LinkedIn, évidemment. Tu avais une trajectoire de carrière assez brillante. Ça a évolué toujours vers le haut, ça a évolué bien. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Tu pars, tu es dans des grands groupes, tu as donné quelques noms, ça se passe bien pour toi, tu plaques tout pour te retrouver sur un projet où il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de produit, il y a une vision, il y a des financements, mais pas tout le temps. Qu'est-ce qui t'a pris? Je pense que, en fait, c'était un peu dans la continuité de ce que j'avais cherché parce que en passant notamment de Airbus à Zodiac Aerospace, j'entrais dans un grand groupe, encore une fois, mais plutôt un conglomérat de PME, hein. Zodiac, c'est vraiment des PME qui ont été rachetées au fil du temps. C'était ce que je cherchais, hein, déjà, de pouvoir évoluer dans un environnement plus opérationnel, plus flexible. Donc, il y avait quand même déjà cette recherche-là dans ma carrière. La rencontre avec Flying Ways, bon, c'est une rencontre fortuite, hein, j'ai eu beaucoup de chance et en fait, ça réunissait tout ce que je cherchais depuis le début, c'est-à-dire un projet industriel dans le monde aéronautique que j'affectionnais
avec quand même une composante environnementale très forte. C'était quand même une sensibilité que j'avais depuis le début de ma carrière, même si bon, j'étais passé par les groupes conventionnels, donc je n'ai pas eu de gros leviers jusque-là. Et surtout, un projet où il y avait tout à faire. Donc, moi, j'avais résumé en disant que ça serait le projet d'une vie, quoi. Et donc, je n'ai pas hésité longtemps. D'accord. Et alors, tu parles de projet d'une vie, là, on parle clairement de start-up industrielle, hein, on va le découvrir, mais donc, clairement, ça doit satisfaire ta fibre entrepreneuriale, ou on pourrait parler d'intrapreneuriale. Cette fibre entrepreneuriale, tu as travaillé dans des grands groupes de l'aéro français. Comment tu peux l'assouvir de ton expérience, hein, est-ce que c'est possible d'assouvir cette fibre entrepreneuriale ou intrapreneuriale aujourd'hui avec la culture que tu as pu découvrir dans ces grands groupes, où c'est compliqué, où chacun peut faire son parcours? Oui, au sein des grands groupes, hein, si je comprends bien ta question, Ouais. moi je pense que c'est tout à fait possible de vivre des expériences entrepreneuriales assez fortes. Hein. Parce que déjà, dans leur mode de fonctionnement, les grands groupes sont souvent décomposés en petites unités. Ouais. Et je me rappelle de chez Safran où les unités étaient relativement autonomes, donc on avait quand même un côté opérationnel au quotidien vraiment intéressant. Chez Zodiac encore plus fortement, où on avait vraiment une vision globale de la vie et des enjeux de l'entreprise, alors que j'étais également en production. Et tout simplement, en ayant la chance de participer, je pense, à des créations d'usines, à des nouveaux projets, moi, je pense qu'il y a plein d'opportunités dans les grands groupes d'avoir des vraies expériences où on a tout à bâtir. Bon, moi, je l'ai vécu au travers d'une start-up sur un projet encore plus stimulant parce qu'il y avait un peu l'inconnu qui est quand même aussi attirant d'une certaine manière, finalement. Bien sûr. Le fait de ne pas savoir où est-ce qu'on va devoir aller, du coup, de devoir se construire son environnement et construire son propre référentiel, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la stimulation. Évidemment, des inquiétudes également qu'on peut avoir par moment. Mais en tout cas, dans une moindre mesure, mais quand même dans une mesure assez forte, on peut retrouver des expériences très intéressantes dans des grands groupes. Donc, je suis persuadé. Oui. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, la plupart de tes camarades d'école sont partis dans la banque, dans l'assurance ou même dans le conseil. J'en parlais hier avec Antoine Grimillet, je ne sais pas s'il est là ou pas, mais qui sort de la même école que toi et qui aussi fait une grosse carrière industrielle. Quelles sont les rencontres qui, à un moment, t'ont permis de te dire bon, fuck le conseil, et moi, ce qui m'éclate, c'est l'industrie, et je veux faire mon métier d'ingénieur et pas seulement faire des calculs stochastiques ou boursiers où je m'amuserai moins et je veux produire, quoi. Au niveau des rencontres, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors, c'est marrant parce qu'il y en a eu. Déjà, moi, je suis parti dans l'industrie parce qu'il y avait certaines sciences qui m'intéressaient particulièrement. Et on va dire que c'est peut-être une chance, mais je n'ai pas trouvé à ce moment-là de poste de R&D. Ça aurait été peut-être dans l'industrie aussi, mais qui correspondait vraiment aux sciences que j'affectionnais le plus. Donc, je me suis dit, allez, de toute façon, c'est le moment de s'ouvrir, c'est pas grave. Donc, c'est aussi la chance de ne pas toujours avoir ce qu'on veut. Je suis tombé sur une des DRH de Safran, une femme super, hyper dynamique. Puis voilà, c'est des gens avec qui on accroche déjà et on se dit, on peut faire des rencontres fabuleuses ailleurs. Donc, ça m'a permis d'aller voir dans d'autres directions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au fil de ma carrière, la première grande rencontre que j'ai faite, c'est avec mon deuxième manager, Gerbexo, qui a été pour moi un modèle et qui est une personne très inspirante. Ouais. J'avais déjà développé ce goût pour l'industrie, mais je voyais aussi la qualité du management et puis l'épanouissement qu'on pouvait avoir dans une carrière industrielle. Donc, un homme avec déjà une grande vision, même si on était dans un grand groupe, il développait toujours sa propre vision. Ouais. Il entraînait vraiment les équipes. Et dans un environnement très standardisé, très en place, on était dans la plus vieille usine de Snecma à l'époque, il avait toujours une volonté de vouloir changer les choses, de les transformer. Et c'est fabuleux parce que ces transformations, on les voit, on les fait, on les prépare. C'est quelque chose toujours de passionnant. J'imagine que tu répliques et tu réutilises ce que tu as pu voir en termes de bonnes recettes de management aujourd'hui
chez Flying Wells. Enfin, j'imagine que tu essayes de le faire, quoi. Ouais, tout à fait. Enfin, moi, c'est ce côté d'essayer de toujours se projeter sur un cap. Je l'ai toujours conservé dans tous mes postes. Là où je suis arrivé, j'essaie toujours de voir quelle serait la direction idéale à prendre sous 2-3 ans au moins. Et puis, Ouais. il y a un autre niveau auquel il transposait on va dire ses méthodes, c'est sur le management, c'est-à-dire qu'il essayait systématiquement de travailler sur le parcours des gens, de les entraîner, de les projeter dans la durée, de leur proposer des parcours complémentaires en termes d'acquisition de compétences, de connaissances de métier. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose que j'essaie Ouais, le plus t'ouvres possible des de portes développer avec mes équipes. et tu montres essaies de montrer le champ des possibles, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est clair. On va parler un peu de la grosse bête qui est derrière toi, de Flying Well. Est-ce que tu vas, avant que je rentre dans un peu plus de questions, et j'invite aussi la communauté à poser des questions dans le chat, hein, surtout n'hésitez pas pour communiquer avec Clément. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Flying Well, ce que c'est, ce que vous allez faire et comment vous allez le faire? Oui, bien sûr. Flying Way, c'est une entreprise qui a maintenant 10 ans, en fait, qui s'est lancée en 2012. Bon, la première levée de fonds s'est faite en 2017. Donc, on va dire que le projet s'est réellement lancé il y a 5 ans. Et donc, en fait, c'est une entreprise qui porte un grand projet aéronautique, dirigeable pour le transport de charges lourdes. Elle souhaite le développer, le produire et puis l'opérer pour le compte des utilisateurs finaux, parce que c'est un produit très particulier. Alors, la question, c'est pourquoi ce dirigeable, pourquoi cette solution? On était parti d'un besoin de l'ONF à l'origine pour aller débarder du bois dans des sites inaccessibles. Ils étaient confrontés à cette problématique-là parce qu'il fallait qu'ils accèdent à une nouvelle forêt en France pour augmenter la production de bois, pour alimenter la filière bois qui est déficitaire en France. Donc, on est parti de leurs besoins. Et finalement, on s'est dit le seul moyen, c'est de passer par les airs, mais avec une solution très peu coûteuse. Donc, le dirigeable a cet avantage de résister à la gravité grâce à l'hélium et non pas en consommant du kérosène. Donc, déjà, on diminué très fortement les consommations et donc les coûts d'exploitation. Ouais. Et puis, par contre, il fallait être capable de faire du chargement et du déchargement en vol stationnaire. C'est l'innovation principale de notre projet. C'est quelque chose qui, en fait, a intéressé et intéresse énormément de clients pour d'autres applications derrière, plutôt pour des marchés de niche, des applications très spécifiques, sur des opérations vraiment spéciales, mais sur des marchés quand même qui nous permettent d'envisager la production de 150 machines en 10 ans. Donc, je citais le bois, il y a tout ce qui s'insère dans la transition énergétique avec les pylônes électriques, les tourées de câbles, l'éolien, qui sera également un gros marché pour nous pour déposer notamment les pales sur les champs d'éoliennes. Ouais. Et puis après, il y a d'autres applications, comme celle qui est derrière moi, je crois que c'est Flying Care, donc c'est des hôpitaux mobiles. Donc en fait, on souhaite désenclaver certaines populations qui sont déjà installées et implantées dans des territoires, mais très reculés, avec très peu d'infrastructures et qui, malgré tout, ont des besoins à un moment donné en équipement, en construction. Et avec ce dirigeable, on serait capable de leur amener jusqu'à 60 tonnes à chaque fois. Donc, on peut amener du matériel tout simplement, et puis on peut amener ce qu'on voit, c'est-à-dire cet hôpital mobile avec des équipements médicaux de dernier cri qu'on met à disposition pendant 15 jours, qui leur permet d'avoir, en plus du médecin qui peut passer par là, du matériel vraiment de pointe. Des crises humanitaires, suite à des tremblements de terre, des choses comme ça, où il n'y a plus de route, il n'y a plus rien, et d'un seul coup… Ouais, on a beaucoup de partenariats avec des ONG parce qu'on pense pouvoir intervenir dans des moments où les infrastructures sont pas encore remises en place suite à des catastrophes naturelles. D'accord. Donc, le business model est un business model d'opérateur et pas de vendeur. Exactement. Alors, on prévoit quand même de pouvoir vendre des machines à certains opérateurs qui auraient on va dire une exclusivité sur certains territoires. Donc, il y a certains pays comme ça qui ne permettent pas à des opérateurs de venir opérer librement. Mais majoritairement, on va opérer nos propres machines. En fait, déjà, on doit bâtir toute la réglementation.
que Oui, ce c'est soit ça. sur la conception, la production, mais également les opérations. C'est un nouveau référentiel que l'on bâtit avec l'EASA, l'Agence européenne aéronautique, pour avoir un cadre réglementaire adapté en fait, à notre produit qui est spécifique. On ne va pas le certifier comme un avion commercial qui transporte 200 passagers, ni comme un petit coucou pour faire du tourisme. Donc, on a essayé de trouver un cadre réglementaire intermédiaire. Et de la même manière, il va falloir certifier nos opérations, certifier nos pilotes, certifier nos opérateurs de maintenance. Oui, on reste dans l'aéro, quoi. Voilà, on s'est dit qu'il fallait mieux être le premier opérateur capable de faire ça pour maîtriser notre chaîne. Et puis, on verra dans le temps si la vente d'appareils se développe. Alors, je ne sais pas si tu as une vision là-dessus, mais si moi, demain, je veux acheter, enfin demain, dans quelques mois, je veux acheter une Flying Whale, c'est un ordre de prix, ça coûte combien un Mais ce joli qu'on ballon comme vise, ça? c'est 25 à 30 millions. Quoi, hein, de produits. 25 à 30 millions la bestiole. L'appareil. Ouais. En fait, on porte jusqu'à 60 tonnes. Donc, je ne l'ai pas tout décrit, mais c'est quand même un appareil de très grande envergure, 200 mètres de long et 50 mètres de diamètre. Donc, les dimensions sont colossales. Alors, beaucoup d'air et d'hélium à l'intérieur. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de matière. Il fait 100 tonnes à peu près à vide. Ouais. Mais voilà, donc c'est quand même un produit aéronautique moins complexe qu'un avion, mais de grande dimension. D'accord. Vous allez, alors j'imagine que, enfin, ou pas d'ailleurs, ça va être opéré par des pilotes ou à terme, vous allez faire Oui, alors, des flying wells oui, autonomes. pour l'instant, on travaille sur du pilotage conventionnel, on va dire, parce que en fait, nous reconcevons des appareils qui ont disparu en fait depuis 80 ans. Donc, Ouais. concrètement, c'est un dirigeable à structure rigide. Le dernier qui a existé, c'était dans les années 30. Donc, Et en voilà. 37, ça c'est mal fini. Ouais. Voilà, exactement, pour des raisons qu'on va éviter, évidemment, parce que la conception est très différente aujourd'hui de ce point de vue-là. Mais, mais en tout cas, on va redécouvrir notamment les boîtes commandes. Et donc, pour l'instant, on va mettre un pilote aux commandes de cet appareil, un pilote aux commandes du chargement et du déchargement. Oui. On a d'ores et déjà des projets d'innovation sur de l'intelligence artificielle pour, dans le temps, améliorer ces boîtes de commande et puis aider le pilote, voire se susciter à lui dans certaines phases. Mais tout ça sera progressif parce que, encore une fois, on repart de quasi zéro. Et puis, il va falloir les former aussi, les pilotes, parce que ceux Oui. qui pilotaient en 1937, ils sont plus le temps. Bon, il y a quelques pilotes de dirigeables encore qui existent, mais bon, c'est des pilotes qui ont opéré sur ce qu'on appelle des blimps de dimension inférieure, donc des ballons gonflés, Ouais. de dimension inférieure. Donc, bon, C'est les Goodyear, les ballons Goodyear qu'on voyait ouais. à une époque. Mais du coup, tu évoqué un peu ce qui s'était passé en 1937. On a tous l'image de l'incendie de Hindenburg arrivant aux États-Unis. En termes de sécurité, comment vous avez. J'imagine que ça doit être une obsession pour vous parce qu'on est dans l'aéro, mais comment vous gérez? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour s'assurer que, premièrement, ça vole, deuxièmement, ça ne tombe pas et que ça ne prenne pas feu, etc., etc. Alors, ça a été une préoccupation forte dès le début, c'est-à-dire dès le lancement du projet, avant de dire qu'on allait réellement le lancer, avant de créer Flying Ways. Sébastien Bougon, qui a lancé le projet, a vérifié auprès d'équipes de l'ONERA quels étaient vraiment les points d'attention, les caractéristiques attendues. Très clairement, ce qui a été regardé dès le début, c'est les cas d'accidentologie de l'époque, mais également des petits dirigeables depuis, hein, parce qu'il y a eu d'autres, comme dans l'aéronautique, il y a un suivi de tous les accidents, donc on a quand même une base de données très, très intéressante. Et donc, on a essayé de tirer vraiment les points clés pour donner les grandes caractéristiques. Donc, on s'est dit, on part à l'hélium pour éviter tout risque d'embrasement comme on peut voir sur ces images qui ont marqué tout le monde des années 30, où les dirigeables volaient à l'hydrogène. Donc, on est resté à l'hélium, ce qui est un gaz inerte, et même anoxique, donc on va dire qu'il n'y a aucun risque d'inflammation. Pollution, etc. Exactement. Après, on a des caractéristiques du dirigeable. Le dirigeable rigide, il a une forme qui est bien figée, qui est donnée par sa structure en composite, qui permet de fixer plusieurs points de propulsion à différents endroits, qui lui donne une bonne manœuvrabilité et qui fait aussi que s'il n'y a jamais des fuites d'hélium, il garde sa forme, il reste manœuvrable. D'accord. Les cellules d'hélium, elles ne sont pas sous pression, donc il ne va pas s'expulser de manière plus rapide.
elles sont à la pression atmosphérique, elles sont compartimentées, c'est-à-dire qu'on ne va pas Oui, perdre oui, 3 cellules d'un coup. Donc, on a mis un certain nombre de sécurité de ce point de vue-là. Et en fait, on a aussi regardé la question de sécurité au sol parce que finalement, le dirigeable, son point, sa vulnérabilité, c'est par rapport aux conditions météorologiques, ça, on le sait tous. Et alors, certes, en l'air, mais on peut éviter, on va dire, les phases de vol par des conditions météo défavorables, mais également au sol. Et donc, on a pris le parti de l'abriter systématiquement. Et dans le business model, on a un hangar par dirigeable pour assurer une sécurité maximale dans le temps et éviter les cas de désamarrage qu'on a pu constater dans l'accidentologie au sol. Après, de toute façon, une fois qu'on a posé ces grandes briques, on est dans un processus de certification qui nécessite qu'on fasse des études, ce qu'on appelle le safety, d'analyse de risque, où on regarde les cas, on va dire, le cas de risque du dirigeable dans ses opérations, et puis les différents cas de défaillance de ces différents systèmes. Et tout ça, on doit garantir que ça arrive avec des probabilités acceptables, ou si ce n'est pas le cas, que les systèmes soient renouvelés. Donc, l'avantage, c'est que par rapport aux années 80, on est dans un système aéronautique normé. Donc, on rebâtit une base réglementaire, mais les méthodologies de travail sont là. On a adopté toutes les méthodologies de travail de l'aéronautique, en fait. Ah, ok, d'accord. Donc, des systèmes ultra redondants, etc., etc. Une des failles, une question qui est posée par Samuel, c'est, on sait que dans un système comme le vôtre, une des failles, c'est souvent le facteur humain. Vous avez, j'imagine, créé aussi tout un système de pilotage automatique et de guidage pour supporter les efforts des pilotes. Oui, oui. Alors déjà, il y a dans certaines phases, en effet, il y a d'ores et déjà certains modes de pilote automatique qui seront développés dès le démarrage. Et puis, ce qu'on estime, ce qu'on évalue dès le début, c'est notamment, en effet, l'ergonomie du cockpit pour que le pilote ait accès aux bonnes informations au bon moment. Donc, ce sont des choses que l'on regarde. On a une équipe qui est vraiment focalisée sur ces sujets-là. Mais également sa charge de travail. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on ne lui demande pas de faire 3 tâches en même temps qui ne sont pas accessibles. Donc ça, ce sont des méthodologies également de développement qui sont assez conventionnelles dans l'aéronautique et que l'on regarde spécifiquement parce que malgré tout, la manière dont ces appareils seront pilotés est assez spécifique. Et donc les commandes, leur emplacement, le type de commande est un peu différent de ce qu'on va trouver dans un avion. Donc on se fait challenger par des pilotes de dirigeables, par des pilotes de grue également, Ah oui, pour être capable ah de oui, faire pour la charge. Oui. exactement, et Ouais. pour vérifier que ce qu'on est en train d'estimer soit vraiment, puisse être confirmé. On Le, a le, le, déjà un cockpit qui simule ces phases-là. le vol inaugural, il est prévu, question de Stéphane, le vol inaugural, il est prévu quand? Alors, on le prévoit fin 2025. Ouais. Donc, on Avec travaille ou sur retard? avec déjà du retard qu'on a pris sur le lancement de l'usine. Ouais. En fait, finalement, c'est notre plus gros point dur. Ces créations d'usines, c'est absolument fabuleux. Ce sont des projets comme ça qui émergent de terre et qui sont des symboles extrêmement forts de l'industrie, mais qui sont également des projets dans le projet Oui. et qui conditionnent la réussite On du va, reste. on va en parler juste après, mais et il y aura entre-temps, d'ici le vol inaugural, vous allez faire des démonstrateurs de plus petite taille, vous allez faire voler des plus petites baleines ou Alors, en fait, on a une batterie d'essais qui vont être réalisés. On a eu des essais en soufflerie pour caractériser l'appareil. Et après, on va tester différents systèmes séparément. Donc, on a d'ores et déjà fait des essais de cellules d'hélium qu'on va reproduire à nouveau, des essais de structure qui sont planifiés. On va avoir des chaînes d'avionique intégrées, la chaîne de propulsion également intégrée en 2 morceaux. Donc, on a une batterie d'essais qui est planifiée. Par contre, on n'a pas prévu de faire un prototype, par exemple, à échelle réduite, même taille 1,5, parce que 1,5 en dimension, quand on fait les effets de volume, en fait, on perd 80% de la capacité d'emport. Et donc, on n'aurait pas eu d'essai représentatif de ce point de vue-là. Donc, on a pris le parti que le prototype serait à taille réelle. d'accord, ok, Après, la machine serait à taille directement. réelle. Vous apprendrez plus de choses en effet, mais ça prend plus de temps à mettre en place.
Et il y a une question que François pose et qui m'intéresse aussi, c'est tu sais que Tesla, ils ont été capables de résoudre des problématiques de maintenance sur les freins par de l'innovation software et par du réglage software c'était en 2019, je crois. Vous, au niveau de la maintenance de ces appareils, vous avez déjà un peu réfléchi, enfin j'imagine, mais comment tout ça va être géré, comment on parle beaucoup, tu sais, de maintenance prédictive, par analyse de data, etc. Vous avez déjà travaillé sur ces aspects-là? Oui, oui, un petit peu. Alors, enfin, en tout cas, on y réfléchit. On est en train de regarder comment collecter les différentes données. Ce qu'on a déjà défini, c'est que on aurait, par exemple, un système qui permet d'envoyer quasiment en temps réel, mais en tout cas sur des périodes assez courtes, pendant le vol, les données de maintenance à distance. Parce que déjà, un des gros enjeux, euh, avant de parler de maintenance prédictive, c'est d'arriver à planifier la maintenance et de l'organiser le mieux possible. Donc, déjà, avoir accès à la donnée avant que l'appareil revienne, c'est déjà un énorme gain. Donc ça on y travaille. Ensuite, on a de toute façon un enjeu de récolte de données sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit la conception, la production, la maintenance. Donc, on travaille à la mise en place de systèmes d'information qui nous permettent d'avoir quand même une forme de continuité assez forte sur tout ça. Et ça, c'est un des gros enjeux qu'on a. On a la chance de partir d'une feuille blanche, donc on est en train de structurer un peu notre… Ouais, on va rentrer dans les détails de Voilà. ça après parce que c'est hyper intéressant. Il y a plein de questions d'ailleurs qui tournent autour des outils de production informatique et autres qui vont tourner autour de l'usine. Juste si on finit sur la baleine, excuse-moi, j'appelle ça la baleine, mais je trouve ça tellement mignon, j'adore. Est-ce que, en termes d'impact carbone aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire gagner par rapport à, je ne sais pas combien il faut de camions pour transporter 60 tonnes? Oui, alors, en Vous avez fait, déjà un peu calculé tout ça? oui, oui, bien sûr. Alors, on avait lancé une analyse de cycle de vie déjà il y a 2-3 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on a souhaité faire dès le début parce qu'on avait fait des premières estimations à grosse maille pour se comparer un peu à l'hélicoptère à l'origine. On sait Ouais. que par rapport à un appareil volant à tonnage équivalent, on va économiser entre 10 et 50 fois ce qu'un hélicoptère Ah, vache. voilà, peut consommer. Donc, par rapport à un appareil volant, il n'y a pas photo. Non, c'est clair. Ouais. Par rapport à un camion, on est rarement plus compétitif parce que le camion reste sur terre. Donc, une fois qu'il a ses infrastructures, c'est quand même un véhicule assez efficient. Par contre, si D'accord. il faut commencer à rajouter des infrastructures, là, ça commence à se discuter. Ça dépend des cas de figure, mais ça peut devenir vraiment intéressant s'il faut construire des routes ou autres. Donc, si on va sur des endroits vraiment inaccessibles. D'accord. Bon. Mais on va dire que le camion, on est rarement gagnant d'un point de vue environnemental. Alors, par contre, on s'est comparé récemment à un mode de déplacement moins conventionnel parce qu'on a des applications en Guyane pour desservir une ville qui est assez inaccessible, qui s'appelle Maripasoula. Et Ouais. donc, nous, on pouvait faire un vol depuis Cayenne en 3 heures, là où aujourd'hui, ils font un trajet de 3 jours en camion Donc, plus pirogue. oui, c'est En ça. Ouais. l'occurrence, on est vraiment quasiment 2 fois moins Ah consommateur oui. qu'une pirogue. Donc, ça dépend vraiment des cas de figure. L'intérêt de la machine, c'est qu'elle a des applications assez spécifiques sur les marchés de niche. Donc, finalement, on va se comparer à des cas qui sont assez atypiques. Ouais. Et on voit surtout ça comme étant capable d'accompagner une croissance avec un impact bien moindre quoi, que des transports Et, conventionnels. et quels sont les deux, trois gros défis qui vous restent encore à relever là, à ce stade du projet? Oui, alors à ce stade du projet, bon, déjà, il faut qu'on finisse notre développement technique, même si globalement, on est en bonne voie. On a passé quand même plusieurs jalons de développement formels selon les normes de l'aéronautique, mais bon, il faut arriver au bout. On a une grosse innovation sur la machine qui est la propulsion hybride. Ça va être la plus grosse propulsion hybride au monde, donc il va falloir quand même réussir à la certifier et la mettre en place, mais on est accompagné de très gros partenaires. Il y a cet enjeu de certification qui est très fort. Hein. Je veux dire, on travaille main dans la main avec
Avec l'EASA, on est devenu applicable depuis 4 ans maintenant. Ils ont mis 17 experts en face de nous. Mais on sait qu'un processus de certification d'aéronautique, ça demande énormément d'énergie, de justification et autres. Et donc, c'est jamais gagné d'avance. Il va falloir accompagner le processus jusqu'au bout. Et puis, on a quand même cette usine il faut que je fasse sortir de terre avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, il faut quand même avoir en tête que tout ça, ce sont des enjeux techniques un peu inédits parce qu'on va avoir un bâtiment de 70 mètres de haut. Donc, c'est tout à fait faisable techniquement, hein, du point de vue de la construction, ils savent faire ça. Mais malgré tout, c'est une innovation en tant que telle. Donc, il y a un gros défi autour de ça. Tu fais la transition parfaite puisque maintenant, on va un peu parler de comment on va construire ces jolis ballons. Parce qu'à ce jour, tu n'as pas d'usine, tu n'as pas de machine, tu n'as pas d'opérateur. Alors, une feuille qui est plus tout à fait blanche parce que ça fait un moment que vous travaillez dessus. Comment on s'y prend pour lancer un projet comme ça? Alors, au début, on part de pas grand-chose. Donc, déjà, on démarre avec des méthodes assez conventionnelles, hein. C'est-à-dire qu'en Risol, il faut quand même avoir des fondamentaux, donc le takt time, un bon dimensionnement de l'usine. Donc, il y a quand même des réflexes à ne pas perdre de vue. Et puis, par contre, il y a sur ça une composante de devoir penser différemment. Pas pour être original, mais parce qu'on aborde une problématique très différente. Un appareil de très grande dimension, avec des pièces très encombrantes qui font 15 mètres de long pour la plupart, assez légères, hein. Donc, on a aussi cet avantage-là. Heureusement, elles ne sont pas encombrante Et et lourde, grosse et lourde. voilà. Donc, mais du coup, il faut penser vraiment différemment. Il ne faut pas faire de copier-coller sur d'autres industries. Il faut s'en inspirer. On a fait beaucoup de benchmarks, mais il faut se donner le temps de réfléchir. Donc, on a réfléchi à une méthode d'assemblage qui est vraiment assez différente des autres. Et on pense que c'est la meilleure parce qu'on a un enjeu de ne pas envoyer les opérateurs travailler à 30, 40 mètres, 50 mètres de haut régulièrement. Ce n'est pas envisageable. Donc, on a réfléchi à une méthode qui leur permet de travailler à proximité du sol. Tout ça fait qu'on ne peut pas faire de copier-coller par rapport à ce qui existe. Et de la même manière, sur les bâtiments, on s'est appuyé sur des cabinets d'architecture, hein, des bureaux d'études vraiment bien établis, mais on leur a donné le temps, on les a pris très, très en amont, on leur a donné le temps de réfléchir un peu à des solutions innovantes et spécifiques à notre projet. Il faut aller trouver les bons acteurs qui ont envie de réouvrir leur cahier, qui ont envie de revoir les choses, pas forcément de manière systématique et conventionnelle. Copier-coller de ce qu'ils ont déjà fait 10 fois. Exactement. Voilà, donc, il y a une dose d'innovation, une dose on va dire de nouvelles idées à établir. Après, une fois qu'on entre dans le vif du sujet, on déroule le projet et il faut arriver à le standardiser le plus possible et en tout cas à standardiser nos manières de travailler, nos méthodes de travail. Alors, on peut les adapter par rapport à notre vie réelle, hein, et à nos enjeux, mais il faut quand même arriver à les rendre les plus lisibles possibles et les plus conventionnels pour fédérer quand même les différentes équipes, parce qu'il n'y a pas que Flying Ways, il y a Flying Ways, comme je le disais, beaucoup de partenaires industriels qui tournent autour, une quarantaine, le consortium, c'est une quarantaine industrielle. L'EASA qui arrive avec sa vision très conventionnelle, donc il ne faut pas qu'on les amène dans un monde trop irrationnel. Voilà, donc, et tout ça se reformalise de manière plus conventionnelle dans le temps. Et il y a une question de Stéphane qui plaît à mon passé d'ancien commissaire aux comptes. Quels sont les livrables jalons aujourd'hui qui permettent de prouver l'avancement du projet auprès des financeurs et si on parle un peu d'argent, aujourd'hui, vous avez levé combien d'argent depuis le début? Alors, oui, les gros jalons que l'on passe, c'est des jalons de développement aéronautique. Donc, ils vont peut-être parler à certains, mais on a passé une CODR, ça c'est un jalon qu'on a créé, qui est un design conceptuel, puis une SRR qui est la validation de toutes les exigences, en tout cas au niveau de l'appareil et puis au niveau des systèmes principaux. Là, on est en train de valider la PDR, donc le jalon de revue de design préliminaire. Donc, ça, c'est un jalon qui parle à peu près à tout le monde parce qu'il y a son équivalent dans l'automobile ou autre. Et puis, on arrivera à la CDR en fin d'année prochaine. Donc, on est déjà sur des jalons que les gens peuvent estimer de l'extérieur. Et d'ailleurs,
quand on a préparé la dernière levée de fonds, comme la précédente, il y a des cabinets qui ont l'habitude de l'ingénierie aéronautique qui sont venus nous auditer. Même la DGAC est venue nous auditer pour regarder où est-ce qu'on en était concrètement. Ils ont regardé les dossiers qu'on avait pu produire. Ils nous ont posé une série de questions et donc ils ont estimé en effet que, même si ce n'est pas eux qui vont nous certifier les jalons qu'on passe, mais qu'on était à un niveau de maturité cohérent. D'accord. Et alors, l'information est publique, donc je pense que tu peux communiquer dessus, mais vous avez levé combien d'argent depuis le début? Voilà, depuis le début, on a fait 3 levées de fonds principales. Donc, on a levé à peu près 150, 160 millions d'euros, 10 millions, puis 30, puis 122, donc c'est plutôt 160. On l'a fait en 3 phases, comme ce qu'on avait prévu. On souhaitait monter en puissance progressivement parce qu'évidemment, le programme est long. Et on savait qu'on ne pouvait pas lever tous les fonds dès le début. Il fallait justement qu'on passe ces étapes intermédiaires pour montrer qu'on avançait dans le bon sens. Comme les phases cliniques pour les labos, etc. Voilà, exactement. Et donc, c'est la dernière levée de fonds qu'on fera avant l'IPO. Donc là, on prévoit vraiment pour le prochain coup de faire une entrée en bourse à peu près au moment du premier vol. Au moment où vraiment on aura, on va dire, démontré techniquement la réalité de Ça marche, et après, ces levées de fonds, elles ont été un peu atypiques aussi. Et c'est là que on a la chance d'avoir un PDG qui est absolument visionnaire du début à la fin, c'est-à-dire sur la solution, sur la manière de monter le projet, sur les financements à aller chercher. Voilà, quand je disais que j'avais été marqué par mon deuxième manager, c'est pas pour rien que j'ai rejoint Sébastien Bougon parce que c'est une personne qui est absolument fascinante. Et il est allé chercher des actionnaires assez exceptionnels. Donc, au final, on a l'État québécois, l'État français, la province de Monaco, donc des acteurs publics majeurs, la région Nouvelle-Aquitaine, un gros actionnaire également, et puis de l'autre côté, des gros industriels, Bouygues, ADP, Air Liquide, qui soutiennent le projet, des fonds d'investissement ou des banques. Donc, on a quand même des actionnaires puissants. C'est strictement nécessaire, hein, vu l'ampleur du projet, vu on va dire la durée pour le rendre rentable. C'est quand même un projet de plusieurs années, on voit ça, et donc on ne peut pas s'adresser uniquement à des fonds d'investissement classiques qui sont habitués aux séries A, série B, série C, dans lesquels on ne rentre jamais en fait. D'accord. Et alors, j'ai pas mal teasé sur les réseaux sociaux, même au début de cette interview, je parle de loutre. Tu peux nous parler de tes loutres? Oui, alors c'est la magie des autorisations en France. Alors, on s'aperçoit que c'est quand même de plus en plus le cas dans tous les pays développés dans le monde, puisqu'on commence à se renseigner un petit peu sur la mise en place de l'usine au Québec, qui sera identique à la française, et on voit qu'on a à peu près les mêmes contraintes. Mais on a des normes qui protègent extrêmement bien en fait, l'impact environnemental des nouveaux projets. C'est vraiment une très bonne chose. On découvre, même quand on est industriel, on découvre en effet le monde de la faune, de la flore auquel on va se confronter et que l'on va impacter par notre projet, parce qu'il y a un impact réel de ce point de vue-là. Évidemment, maintenant, on arrive à mettre en balance nous, le gain qu'on pense apporter par notre projet avec l'impact qu'on a sur la création de l'usine. Bien sûr. Donc, c'est extrêmement vertueux dans le sens où ça nous pousse dans nos retranchements sur la minimisation de l'impact qu'aura notre essai. Et ça, de ce point de vue-là, franchement, on a vraiment réfléchi à notre aire d'envol, quel serait son impact pour, par exemple, minimiser l'imperméabilisation des sols, dans les endroits où on pourrait laisser la végétation prendre des zones humides aussi, là où il fallait qu'on impacte les zones humides, mais là où on pouvait les laisser. Donc, de ce point de vue-là, on a vraiment, ça nous pousse à réfléchir de la manière la plus optimisée possible d'un point de vue environnemental. Après, de l'autre côté, on découvre aussi la magie des administrations françaises où on fait ces optimisations à fond, et puis dans le même service, il y a quelqu'un qui arrive sur les risques naturels et qui dit de toute façon, il faut défricher 50 mètres de plus parce que je pense que c'est mieux. Et donc, tous les efforts qu'on a pu faire pour préserver certaines espèces, a priori, on va devoir l'impacter quand même. Donc, bon, il y a un côté très vertueux, il y a un côté un peu difficile à avaler par moment.
surtout sur l'angle du délai de ces traitements-là. Et là, très clairement, on a un gros enjeu en France, même par rapport aux autres pays de l'Europe, à réduire nos délais d'autorisation, parce que c'est trop long. C'est trop long pour les industriels. Combien de temps t'as mis là pour avoir ton permis de construire? On aura mis, si je compte le délai pur de l'autorisation, on aura mis entre 2 et 3 ans C'est énorme. pour obtenir des autorisations. Parce que les choses sont très séquencées en France, là où elles sont un peu plus parallélisées dans les autres pays européens. Donc, il faut absolument qu'on arrive à prendre ces bonnes pratiques. Il y a un rapport qui a été produit à ce sujet-là, un rapport de Guillot, j'ai un petit doute sur le nom, qui explique extrêmement bien ces choses-là, où on peut plus paralléliser les enquêtes publiques avec les analyses environnementales. Il faut le faire. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se prenne en main de ce point de vue-là, c'est-à-dire ne pas baisser en qualité, mais par contre, optimiser le processus. Peut-être qu'OPO, avec qui vous travaillez, pourra faire des bons conseils là-dessus. Ouais, Grégory Richat vient de sortir un livre sur la circularité industrielle. Oui, c'est un grand spécialiste du sujet, en effet. Mais il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue administratif, je suis d'accord avec toi. Et puis Oui. on est en train, alors je sors un petit peu des autorisations, mais en fait, on a un modèle assez, qui peut paraître conventionnel, mais en fait, qu'on met en œuvre de manière assez innovante. C'est le partenariat qu'on a avec la région de Nouvelle-Aquitaine, parce que depuis le début, nous, on a dit, on lève des fonds pour développer notre programme aéronautique. Et on focalise nos fonds là-dessus. Le but, c'est que des partenaires s'occupent des infrastructures, dont on puisse bénéficier en tant que locataire, in fine. Et pour ça, on a monté un partenariat avec la région de Nouvelle-Aquitaine. Et là, on se heurte à des difficultés spécifiques une nouvelle fois à la France, parce que d'autres pays européens le font différemment. Donc, ce n'est pas Bruxelles qui nous met le bâton dans les roues, c'est nous-mêmes qui nous créons nos propres obstacles, où les compétences sont extrêmement distribuées entre l'État, les régions, les comités de communes. Et en fait, bâtir un montage où on respecte les compétences des uns et des autres, à savoir la communauté de communes qui a vraiment la compétence d'aménagement de construction et la région qui a plutôt une compétence d'aide au développement économique sur un projet d'infrastructure, c'est extrêmement complexe. Donc, on y a travaillé, ça nous a pris beaucoup de temps, mais ça nous a fait aussi perdre du temps pour avancer dans le processus immobilier. J'imagine. Mais tout à l'heure, tu parlais des innovations que vous aviez mis en place sur le processus de fabrication. J'imagine qu'il a aussi fallu fabriquer vos propres machines. Et d'un point de vue, pareil, gestion de la donnée, gestion informatique, quelles sont les choses que vous avez dû mettre en place qui n'existaient pas et qu'est-ce qui vous pose éventuellement des problèmes aujourd'hui parce que vous n'arrivez pas à trouver les bonnes solutions? Alors déjà, c'est vrai que la gestion de la donnée, ça a été une préoccupation très tôt dans le développement, parce que par définition, on ne fait que produire de la donnée, contrairement à d'autres industriels qui font et du produit et de la donnée. Là, dès le début, on s'est posé la question de savoir comment améliorer à terme l'interface développement-production. Ça, c'est une interface qui fonctionne assez mal dans la plupart des grands groupes, parce que chacun a développé au fil du temps ses propres outils et autres, et après, on passe notre temps à essayer de les interconnecter. Oui. Là où on partait de la feuille blanche, donc on a pu réfléchir à ça dès le début et réfléchir à une solution qui soit la plus intégrée possible. Bon, en l'occurrence, on est parti, vu la complexité du produit, on est quand même parti sur la 3D expérience de notre système, parce qu'il n'y a pas d'autres suites qui offraient vraiment un niveau de qualité qu'on attendait et puis une continuité aussi forte. Donc, c'est un très beau produit, donc il y a un certain niveau de complexité, mais au moins qui permet d'assurer cette continuité. Mais d'ores et déjà, on réfléchit un peu à l'intégration de nos différents systèmes. Et la prochaine grosse brique, ça va être l'ERP, sur lequel on va devoir travailler. Mais tout de suite, on réfléchit à l'interconnexion entre cette ERP et la 3D expérience, et avec les différentes applications satellites qui vont tourner autour, pour avoir, in fine, c'est ça le but, une continuité numérique et donc une continuité de la donnée la plus forte possible. Donc, il y a un travail d'architecture qui est à faire. Alors, c'est un avantage de partir de la feuille blanche parce qu'on n'a a priori aucune contrainte. Par contre, on s'aperçoit que ce n'est pas évident
de trouver des références, enfin, de benchmarker des choses qui existent un peu similaires. Et finalement, les différents conseils qu'on a essayé d'aller chercher à droite à gauche n'ont pas ces réflexes-là non plus. C'est-à-dire qu'on est souvent face à des personnes qui sont tout à fait capables de conseiller les entreprises qui ont déjà leur processus en place et qui Ouais. vont arriver à améliorer, mais bâtir le processus idéal et même nous dire, bah, écoutez, franchement, essayez de vous caler là-dessus, c'est comme ça que ça marchera le mieux. Finalement, on n'arrive pas à avoir ce conseil, donc on a aussi besoin de bâtir notre propre vision. On a fait le même constat, c'est même pour ça qu'on a créé Bon, ce qui est le premier ERP de production no-code. C'est-à-dire c'est le ERP qui s'adapte au processus, c'est pas le processus qui s'adapte à l'ERP, mais je vais arrêter tout de suite ma page de pub et je te mettrai en relation avec eux, je pense que vous avez des choses à vous raconter. On a parlé des machines, on a parlé des usines, on a parlé des loutres, on n'a pas encore parlé des hommes. Là, aujourd'hui, vous êtes combien? Depuis combien de temps et vous allez finir à combien d'ici le vol inaugural? Alors, moi, j'ai rejoint l'entreprise en 2017, on était 20, là on est 120 maintenant. Ouais. On va monter à presque 200 normalement assez prochainement, uniquement en phase de développement. Au premier vol, on va encore ajouter une centaine de personnes pour initier la ligne d'assemblage. Voilà, donc on sera à peu près 300 au premier vol, mais en fait à terme, c'est une entreprise qui fera 600 personnes à peu près sur le volet industriel et enfin, réparties sur les 3 continents, puisqu'on souhaite s'implanter en Europe, près de Bordeaux, et puis au Québec, et également en Asie. On cherche un pays partenaire en Asie à ce stade. Et l'opérateur, en fait, sera l'entreprise la plus grosse parce qu'il y aura près de 3000 personnes dans le monde, en fait, pour être capable d'opérer les 150 machines. Ah oui, d'accord. C'est 20 personnes par machine. Il faut 20 personnes pour opérer une machine, quoi, en gros. Exactement, l'équivalent. Ouais. Vous savez, j'ai fait des maths aussi. Mais du coup, là, dans la phase où vous en êtes, tu recrutes beaucoup d'ingénieurs, plus ou moins jeunes, peu importe. Tu parlais tout à l'heure de vision. Aujourd'hui, tu n'as qu'une vision à vendre. Comment tu tiens un jeune ingénieur sur un projet de 10 ans? Ouais, alors Pendant 10 ans, il ne va rien voir, il ne va rien produire, il va beaucoup travailler. Comment tu tiens ces personnes? Oui, alors c'est un vrai enjeu, hein, et très clairement, c'est une difficulté qu'on a, hein, pour être tout à fait honnête, qu'on n'a pas réellement réussi à résoudre. C'est-à-dire qu'il y a un très fort engouement pour le projet et très clairement, on a des gens motivés, on va dire à 80% des personnes qui nous rejoignent, et nous rejoignent pour le projet en question, pas pour prendre un job ou quoi que ce soit. Donc, une grande motivation pour rejoindre et pour participer à ce projet-là. On a en fait vécu un premier cycle, hein, puisque on a fait une grosse vague de recrutement il y a 4 ans. Et là, on voit qu'en effet, certains jeunes ingénieurs ont envie de voir un petit peu autre chose dans leur métier. Donc, on y travaille au maximum, hein. C'est-à-dire que depuis quelques temps, on regarde déjà comment on peut les faire évoluer maintenant. Là, on a une nouvelle vague d'embauche, donc c'est un bon moment pour aussi organiser des nouvelles rotations et permettre à des personnes de l'entreprise de découvrir autre chose. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on a eu des départs, tout simplement, hein, parce qu'on n'arrivait pas, pour certaines personnes, à offrir quelque chose qui les satisfasse. Donc, on y travaille en termes d'évolution de carrière. On travaille également on va essayer de leur expliquer quels seront les métiers de demain. Ça permet aussi aux personnes de se projeter, notamment aux jeunes ingénieurs qui n'ont pas forcément, de vision des métiers de l'industrie. Bien sûr. Il y a quand même, je trouve aussi, quelque chose qu'on peut offrir à ces ingés qui est une forte stimulation intellectuelle. Ce n'est pas toujours le cas. De l'industrie, quelquefois, on leur fait faire des choses très standardisées, très appliquées dans un cadre extrêmement figé. Là, ici, il y a quand même à chaque fois des choses à inventer, ou en tout cas des problèmes à résoudre qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc, en termes de stimulation intellectuelle, on a quand même quelque chose à offrir assez fort.
Évidemment, il y a le sens du projet qu'on essaie quand même de rappeler. Enfin, qui là, est je vais vous montrer magnifique, c'est une belle l'hôpital vision, hein. mobile. L'hôpital mobile, c'est une application qui est sortie l'an dernier. Et on a comme ça des applications qui sortent au fil de l'eau et qui redonnent toujours du sens à ce projet-là. Après, il y a des méthodes un peu plus conventionnelles comme les actions gratuites qu'on essaie Ouais, voilà, de développer parce qu'on souhaite intéresser nos ingés à la réussite du projet. bien sûr. Et puis après, moi, personnellement, ce que j'essaie de faire, c'est que au moins, c'est de gérer le stress. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas trop en mettre parce qu'il faut que ça marche sur la durée. On sait très bien Oui, que oui, c'est un avec marathon, la c'est pas un sprint. pression, voilà, exactement. Donc, voilà, j'ai une expérience de programme aéronautique qui était extrêmement managée par la pression parce qu'il n'y avait pas trop de choix, on va dire, ou alors c'était la méthode Laisse-moi du deviner, il y avait une manager. lettre et 3 chiffres. Une lettre et 3 chiffres. Bon, attends, Ouais. Non, là, je sais pas, j'étais sur la 380 où Ah, oui, non, pardon, du le programme. programme était Oui, oui, réputé oui, bah, pour de toute être. façon, c'est souvent une lettre et 3 chiffres dans tous les cas. Ouais, Moi, je n'étais pas sur ouais, celui-là, mais voilà. Bon, je veux dire, le but, c'est de les conserver le plus longtemps possible, de les conserver motivés et qui se projettent dans le temps. Et très clairement, on a une génération qui est en attente d'un bien-être au travail extrêmement d'accord, fort et c'est tout à fait vertueux. Ça nous oblige vraiment bien sûr. à gérer ces phases aussi qui peuvent être difficiles pour eux, quoi. Et du coup, je vois une question de François qui sera peut-être un candidat, hein, je le souhaite. Il te demande quelles sont les compétences recherchées pour ton projet. Tu as besoin de qui? Tu as besoin de quoi comme compétences? Ben, déjà, on a quand même besoin de compétences humaines assez fortes parce que on vit, finalement, c'est quand même une petite équipe alors, qui grossit au Ouais, fil du temps, mais il faut arriver sur la durée à bien s'entendre. ouais, Parce que la personne qu'on a en face de nous aujourd'hui, on l'aura en face de nous en 4 ans. C'est ça qu'on cherche. Donc, il faut que ça matche bien. Donc, on vérifie quand même ça de manière extrêmement forte. Et puis, après, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de plus en plus d'aller chercher des personnes plus en avance dans le développement. Plus on a besoin d'aller chercher des personnes qui, quand même, maîtrisent ce qu'elles font. C'est-à-dire un socle technique solide, quand ce sont des ingénieurs. Et à la fois qui sont capables de s'ouvrir. C'est-à-dire il ne faut pas raisonner de manière totalement standardisée. Donc, il faut que ce soit des personnes qui soient capables de bâtir leur environnement, de bâtir leurs solutions, parce qu'il y a quand même vraiment certains sujets à développer de manière spécifique. Mais après, les compétences recherchées, techniquement, elles sont dans différents domaines. On va en avoir dans du développement de systèmes mécaniques, dans des lois de commande, dans du manufacturing engineering, dans de la supply chain, parce que maintenant, on passe à une phase un peu plus aussi plus concrète de ce point de vue-là, où il faut qu'on imagine la manière de piloter nos partenaires dans le futur. Les opérations vont faire grossir également leurs équipes. Donc, enfin, voilà, on a des métiers assez divers où on recrute, on va dire, de manière assez équilibrée entre ces différentes compétences. Et on va arriver au terme de ce webinaire. Et je te remercie évidemment de tout ce que tu nous as partagé. Mais on a commencé un peu par cette question, c'est comment toi, tu étais arrivé dans l'industrie. La question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu aurais comme conseil ou comme argument à donner à un jeune ingénieur qui n'est pas forcément sensibilisé aujourd'hui à ces aspects, pourquoi il faut venir dans l'industrie? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le décider à franchir le pas et à venir nous rejoindre? Oui, je vais repartir un petit peu de mon expérience, mais c'est vrai que la raison pour laquelle j'ai vraiment accroché très rapidement avec ce monde de l'industrie, c'est que on s'y sent très rapidement utile. On sent que ce qu'on fait, ça a des résultats, ça a des conséquences visibles, directes, utiles pour d'autres acteurs. Et donc, ce sentiment d'utilité, ça rejoint tout à fait, je pense, la quête de sens. La quête de sens que j'ai pu avoir à un moment donné dans mon parcours, la quête de sens qui est très développée chez les jeunes générations. Se sentir utile dans ce qu'on fait au quotidien, c'est ça qui donne du sens. Donc là, ça va être en aidant les autres. Et là, dans l'industrie, on fait et on fabrique en fait notre avenir. Et c'est ça qui est absolument passionnant.
même grisant par moment, et qui fait qu'on adore généralement ce quotidien. Et c'est une bonne chose. Ouais, je te confirme, je rencontre que des passionnés dans dans l'industrie. Mais je te remercie énormément pour ce partage. J'ai appris plein de choses. J'en connaissais quelques-unes parce qu'on avait déjà pas mal parlé, mais tu m'as encore fait découvrir à quel point le projet que vous êtes en train de mettre en place est passionnant. Et j'espère que ça a intéressé évidemment toutes les personnes qui ont regardé en direct ou qui verront lors du replay cet entretien. Euh, je vais te laisser retourner construire ton usine. Aller gratouiller le ventre des loutres également, si tu arrives à les attraper, je ne suis pas sûr. Mais et pendant ce temps-là, je vous rappelle que ce webinaire était un webinaire qui vous retrouverez sur la plateforme ondustry.org, où vous trouverez aussi des industriels comme Clément. Et d'ailleurs, j'attends ton inscription avec impatience. Et je pense que les gens seront ravis de t'y retrouver et de pouvoir échanger avec toi en direct. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent déjeuner pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et soigne-toi bien et on se reparle très très vite, Clément. Merci encore de ton temps. Merci, bonne journée. Au revoir. Et on va arrêter l'enregistrement. Si tu peux arrêter.